Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 21 avril 2021. Au sommaire ce soir. Mais où s'arrêteront-ils? Les joueurs du GFA Rumi-Vallière ont signé un authentique exploit ce mercredi soir en quart de finale de la Coupe de France au Parc des Sports d'Annecy. Les hommes de Fatsa Agar ont logiquement battu et éliminé Toulouse, le deuxième de la Ligue 2, sur le score de 2-0. Retour sur cette soirée magique dans ce journal. Et puis nous dresserons le bilan de cette saison de sport d'hiver si particulière. Avec la fermeture des remontées mécaniques, bon nombre de Français et de Françaises se sont découverts une passion pour les activités nordiques. Marine Schneider nous en dira plus. Et on démarre évidemment cette édition avec l'exploit du GFA Rumi-Vallière. Le club de National 2, soit le 4e niveau du football français, s'est brillamment qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France ce mercredi soir au Parc des Sports d'Annecy. Les amateurs au Savoyard ont battu Toulouse, deuxième de Ligue 2, sur le score de 2-0 au terme d'une rencontre parfaitement maîtrisée. Reportage. Déterminés, bien dans leur crampons et pas impressionnés pour un sou lorsqu'ils pénètrent sur la pelouse du Parc des Sports d'Annecy ce mercredi, en fin d'après-midi. Les Bleus du GFA Rumi-Vallière ne savent pas encore qu'ils sont à 90 minutes d'un immense exploit. Et d'ailleurs, les premières minutes de jeu sont à l'avantage d'une équipe toulousaine très remaniée. Et à la 5e minute, le grec Koulouris pense ouvrir le score, mais son but est refusé pour hors-jeu. C'est ensuite le revenant Wesley Saïd qui met un peu à contribution Dan Delaunay, le gardien au Savoyard, mais sans grand danger. De son côté, le GFA attend tranquillement son heure et va planter une première banderille à la 19e minute. Sur un coup franc botté par Alexis Peugeot, Mathieu Guillot profite de la mauvaise appréciation de Peterson pour venir placer une tête victorieuse. 1-0 pour le GFA et ce sera même le score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les pensionnaires de Ligue 2 vont légèrement élever leur niveau de jeu. C'est clairement la période où Rumi-Vallière aura le plus tremblé. Mais à la 55e minute de jeu, Eftimis Koulouris encore lui ne parvient pas à cadrer sa frappe. Ce sera la dernière occasion digne de ce nom du TFC. Tout le contraire des joueurs de l'Albanais qui vont multiplier les opportunités. C'est tout d'abord Ashley Mock qui se rate au moment de conclure face à Peterson à la 68e minute. 180 secondes plus tard, Ashley Mock se transforme en passeur en lançant en profondeur Armel Nyongo. Mais l'attaquant encore excellent mercredi est repris in extremis. À force de pousser, le GFA va être récompensé à 7 minutes de la fin. On retrouve le duo Alexis Peugeot-Mathieu Guillot, avec cette fois un but contre son camp du capitaine toulousain Anthony Roux. 2-0 pour les Hauts-Savoyards qui peuvent exulter 10 minutes plus tard au coup de sifflet final. Je suis super fier de ce parcours, je suis fier pour les joueurs, pour mon staff bien évidemment, et puis pour tout le club qui nous soutient depuis le début. Donc voilà, une réelle fierté et une émotion, c'est une émotion indescriptible. C'est à l'image de cette semaine d'entraînement, du calme, de la sérénité et finalement un match maîtrisé dans l'ensemble. Les Bleus sont donc dans le dernier carré de la Coupe de France et non contents de marquer l'histoire du football au Savoyard. Ils sont désormais à 90 minutes de la finale au Stade de France. Je pense que l'exploit est encore plus grand vu le stade de la compétition auquel on est. Ouais, ça reste des émotions incroyables franchement. J'ai joué beaucoup de matchs de foot depuis que je suis tout petit, mais la Coupe de France, c'est incroyable, c'est indescriptible. Même si là, il n'y a pas le public, il se passe toujours des trucs complètement fous. On ne peut pas prédire, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et là, ça nous sourit aujourd'hui, mais c'est magnifique. Le costume de petit poussé leur va si bien. Ce mercredi soir, les joueurs du GFA Rumi-Vallière ont écrit la plus belle page de la courte histoire du club au Savoyard. Et à l'heure où les clubs les plus riches ont échoué dans leur tentative de putsch bien malencontreuse contre les instances européennes du football, cette épopée d'une vraie bande de copains est un réel enchantement. Et j'ajoute que le tirage au sort des demi-finales aura lieu ce dimanche soir et le GFA 74 affrontera forcément une équipe de Ligue 1 le 12 mai prochain. Alain Espinasse, préfet de la Haute-Savoie, a pris un arrêté interdisant la manifestation Le Grand Rassemblement Annecy en route pour les libertés, prévue ce dimanche 25 avril. Une décision qui intervient alors qu'une manifestation similaire avait créé la polémique le 21 mars dernier. Environ 1000 personnes avaient défilé dans les rues d'Annecy sans masque pour protester contre les restrictions imposées par les pouvoirs publics. Politique à présent, alors que la date de dépôt officielle des listes pour les élections régionales se rapproche, les différents candidats multiplient les rencontres avec leurs électeurs. C'était le cas ce mercredi matin dans le centre-ville de Sénaux. L'équipe au Savoyard de la liste Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs porté par Chantal Gomez, déjà candidate à plusieurs élections en 2015, a en effet profité du marché hebdomadaire pour faire campagne. Une présence sur le terrain essentielle malgré la crise pour le groupe qui se définit comme communiste révolutionnaire. On écoute Nassi Yildirim, la tête de liste au Savoyard, au micro d'Emmanuel Jaude et Colline Emerio.
Dans ce contexte-là, on fait comme d'habitude, on vient dans les marchés populaires, on est dans la rue, on va faire du porte-à-porte, on va discuter avec les gens devant les magasins qui sont ouverts. Les commerces essentiels, on va aller dans les quartiers populaires, on va rencontrer les gens devant les usines, comme on fait d'habitude. Nous, on ne fait pas des campagnes extraordinaires avec des grands trucs, des grands repas, des trucs comme ça, quoi. Ce qu'on fait, c'est faire entendre le camp des travailleurs. Parce qu'on pense que justement, il y a personne aujourd'hui, la classe ouvrière, les travailleurs, on a besoin de s'organiser. On a besoin de s'organiser parce que la société, elle devient de plus en plus rapace. Il faut qu'on crée des liens entre nous, qu'on s'organise, qu'on se batte contre le capital, dans les entreprises. Par exemple, là où on est, les patrons, ils ont fait quoi? Ils attaquent de plus en plus, ils font des nouveaux accords. Nous, on s'organise contre cet accord-là. On essaie de mobiliser les travailleurs, de faire des rassemblements, de faire des grèves. Et c'est partout pareil. On passe au deuxième épisode de notre série de la semaine consacrée à l'architecture utopique. Ce soir, nous partons à la rencontre de Claude Costi. Elle fut l'une des chevilles ouvrières d'un mouvement qui a fait la part belle aux voiles de béton et à la forme ronde. Jean-Paul Crespi l'a rencontré dans sa bulle, dans le village de Mainzier, pour quelques souvenirs. Reportage. À Mainzier, entre Genève et Annecy, dans sa maison bulle construite en 1968, Claude Costi vit au quotidien depuis plus de 50 ans l'utopie architecturale qui fut la sienne. Âgée de 89 ans, elle n'oublie pas le chemin accompli et les projets aboutis. Elle fut un temps la compagne et collaboratrice de l'architecte Pascal Osserman. Avec son mari, elle a mené pendant une dizaine d'années d'abondantes recherches sur l'application des coques de béton sans coffrage pour produire des courbes qui s'intègrent parfaitement à l'environnement naturel. Ensemble, ils ont inventé un langage architectural nouveau, tout en légèreté, et ont réalisé de nombreuses maisons en voile de béton projeté. Au début, c'était une question économique, principalement, parce qu'on pensait que ce genre de construction était très économique. On n'est pas tenu à des angles droits, à des murs droits, à des bois. On n'est pas dans des boîtes, on est dans des formes qu'on a voulu, et on peut exprimer sa propre personnalité en créant cette architecture. Donc on abolissait toutes les règles. Parmi ses réalisations personnelles, l'école maternelle de Douvaine, la maison Cavie et la maison Unal, autant de bâtiments qui sont des exemples remarquables de cette architecture expérimentale. Notre propre maison, c'était vraiment une sculpture. C'est très personnel, c'est une sculpture et c'est difficile de réaliser ça. Il faut que ça soit de l'autoconstruction. Quand je suis seule et que j'ai un moment de libre, je m'installe quelque part et puis j'ai une vision, je regarde ce que je vois et j'ai une vision. Il y a certains endroits où on peut aller, on peut pénétrer, mais on n'y va pas, on regarde. Oui, c'est la liberté en fait, oui. Tout au long de sa longue carrière professionnelle, sa rigueur lui a permis de s'affirmer comme une chef de chantier hors du commun, lui permettant d'imposer son architecture atypique dans un milieu où les femmes sont encore très rares. Depuis la fin des années 90, elle mène une activité de céramiste dans sa maison de Mainzier, des céramiques inspirées de ses certitudes, souples et inventives. On passe à notre invité du jour et nous allons reparler de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 avec un focus bien précis sur la santé physique et mentale des habitants de la Savoie. Je reçois par visioconférence pour l'occasion monsieur Jean-Michel Lassonnière. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder quelques minutes. Alors vous êtes le président de l'UDAF 73, UDAF pour Union départementale des associations familiales. Avant toute chose, pouvez-vous nous présenter précisément l'UDAF? Quelles sont vos missions notamment? L'UDAF est une association qui date de 1945 et qui représente les familles et elle essaie au maximum de faire remonter les besoins dans la diversité de ces familles. Et par exemple, en Savoie, nous représentons 120 000 familles. Vous avez donc réalisé au mois de mars une enquête sur l'impact de cette pandémie sur la santé des Savoyards. Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui vous a poussé?
En fait, nous disposons d'un observatoire au sein de notre association et chaque année, nous allons au-devant de notre réseau de familles pour faire émerger des problématiques. Et cette année, face à la pandémie, nous nous sommes posé la question d'évaluer un petit peu la manière dont les gens vivaient le Covid et les restrictions liées à les restrictions sanitaires. Tous les jours, depuis plus d'un an, on est submergé par des informations qui concernent le Covid, qui concernent la mort, qui concernent la vaccination, mais on avait peu d'informations sur la manière dont les gens vivent concrètement. Et c'est pour cette raison qu'avec l'aide de l'ARS et de la CRSA, nous avons décidé de mener une enquête auprès de la population en utilisant les réseaux sociaux. Et les résultats sont là, une très bonne participation, mais surtout des surprises considérables quand même sur la santé mentale des 18-24 ans, où le taux d'anxiété et dépression est vraiment très élevé. Et on pensait entre autres que c'était les personnes âgées qui allaient surtout souffrir de ce report de consultation, de retard à l'hospitalisation pour certains, etc. Et en fait, pas du tout. Donc, on a à faire face à une situation qu'il va falloir prendre en compte parce que l'épidémie n'est pas terminée. Et puis, quand l'épidémie sera terminée, on va voir apparaître les problèmes financiers et donc toute une série de complications qui peuvent avoir des conséquences très dures. Quelles sont les autres principales tendances qui ressortent de cette enquête qui a été réalisée auprès de 1337 personnes? Alors surtout, la tendance, c'est d'abord la diminution du recours aux soins quand c'était nécessaire. Il y a déjà les reports d'intervention chirurgicale pour certaines personnes qui en ont besoin, mais il y a aussi les gens eux-mêmes qui ont préféré ne pas aller consulter et donc on risque d'avoir des retards de diagnostic. Ensuite, il y a l'impact, bien sûr, du confinement, du télétravail, de la garde des enfants sur le moral des personnes qui ont répondu à notre questionnaire, essentiellement avec des troubles anxio-dépressifs, des troubles du sommeil, l'augmentation de la prise de poids, l'augmentation de la consommation d'alcool et de tabac et la réduction des activités physiques. Et tout ce cocktail est somme toute suffisamment inquiétant pour qu'on le relève. Et nos conclusions confirment tout à fait celles relevées par France Santé publique, qui a mené aussi une enquête au mois de mars, qui montre les mêmes résultats. Justement, le fait que Santé publique France ait montré plus ou moins les mêmes résultats, cela montre que c'est véritablement un problème qui touche les Français au plus profond d'eux-mêmes? Oui, absolument. La Savoie n'est pas épargnée, au même titre que les autres régions de la France. Nous avons à faire face à une situation qui n'est pas terminée. Hein. Vraiment, j'insiste beaucoup parce que nous allons voir apparaître ensuite, en plus de ces troubles sur la santé mentale, les conséquences à la fois pour les étudiants, les conséquences financières qui peuvent entraîner comment dirais-je, de réelles difficultés. Alors à ce point, moi je tiens à insister, dans notre association l'UDAF, nous avons un service qui s'appelle Point Conseil Budget, qui est au service des familles pour essayer d'éviter d'avoir des difficultés financières. Et je pense que dans cette période où certaines familles vont connaître des difficultés financières dès lors qu'ils ne percevront plus les indemnités de l'État, eh bien, c'est un moyen d'éviter de tomber dans le surendettement. Et l'UDAF, à la fois à Chambéry et à Albertville, propose un service gratuit pour aider les familles à ne pas se laisser dépasser, ce qui serait une catastrophe dans le contexte actuel. Les 1337 personnes que vous avez interrogées pour cette enquête, elles ont été choisies de quelle manière? Alors, c'est par l'intermédiaire de nos associations et par le biais d'un réseau social. On a été extrêmement surpris de voir la rapidité avec laquelle les gens ont répondu à ce questionnaire. Vous l'avez évoqué un peu plus tôt dans l'interview. Ce qui ressort également de cette étude, c'est le nombre de personnes qui ont renoncé à des soins de peur d'attraper notamment le Covid. C'est inquiétant ce genre de constatation. Comment faire pour arriver à aller contre ces idées? Ça, je pense que c'était surtout dans la première période de confinement où la circulation était extrêmement limitée et on a bien vu que les gens ont assez peu consulté les spécialistes ou assez peu consulté les médecins généralistes. Je pense que la situation est en train de se normaliser, mais
moi je pense qu'il y a toujours une réelle crainte vis-à-vis d'aller se déplacer dans un endroit où potentiellement il y a des risques de contamination. C'est tout à fait logique. Je pense que dans un second temps, il faudra un petit peu évaluer l'impact de ces retards. Et en tout cas, on avait des questions qui ne sont pas dans les réponses, mais qui concernaient le renoncement à des chimiothérapies. Et heureusement, nous n'avons pas eu à relever ce retard de traitement. Dernière question, très rapidement. Par rapport au vaccin, un chiffre m'a interpellé dans vos résultats. Il y a une vraie méfiance chez les moins de moins de 40 ans. Alors oui, il y a effectivement une méfiance, mais vous avez remarqué quand même comment autour d'un seul vaccin, en 24 heures, la situation peut se retourner avec des gens qui refusent le vaccin. Et ça c'est une affaire de pédagogie parce que personnellement, moi je suis convaincu que si on veut sortir de cette épidémie, c'est par la vaccination. Donc là, on a vraisemblablement un gros effort à faire auprès des familles pour leur expliquer quand même le bénéfice que l'on va tirer de la vaccination dans le contexte actuel. Merci beaucoup, Jean-Michel Lassonnière. Bonne soirée. Très bonne continuation. Merci. Je vous parlais en titre d'un reportage sur le bilan du ski nordique pour cette saison si particulière. On a un petit souci technique, ce reportage sera diffusé dans notre édition de demain. On parle de sport, donc pour aller jusqu'à la fin de ce journal, la station DG accueillera du 2 au 4 juillet prochain une étape de la Coupe du Monde de VTT. Si la situation sanitaire le permet, les organisateurs espèrent pouvoir recevoir du public lors des épreuves de descente et de cross-country. Sportivement parlant, la compétition au Savoyard aura un réel intérêt puisqu'elle servira de répétition générale avant les Jeux Olympiques de Tokyo. On écoute Bertrand Josué, le coordinateur de l'épreuve, joint en visioconférence. Effectivement, ça faisait un petit moment qu'on patientait. L'annulation de l'édition 2020 a été un petit coup dur pour nous. Là, de pouvoir revenir un petit peu aux affaires, de pouvoir revivre un peu ces moments qu'on aime tant et pour lesquels on travaille énormément, c'est vraiment une vraie satisfaction. Alors bien sûr, on n'a pas encore tous les détails, on ne sait pas vraiment de quoi sera fait la situation sanitaire début juillet, mais on a beaucoup d'espoir, on reste optimiste, notamment sur l'accueil du public. On espère que ce sera possible. On sait qu'en 2019, ça avait été aussi l'un des points forts de la Coupe du Monde. Beaucoup de spectateurs, 100 000 sur la durée de l'événement. Donc là, potentiellement, on sait que ce ne sera pas autant, mais on espère quand même avoir du public. Au niveau du cross-country, donc, qui est la discipline olympique du VTT, ce sera la dernière occasion pour les athlètes de s'affronter ici au GES avant de partir pour Tokyo. Donc effectivement, un gros enjeu pour nous. On espère, normalement, on devrait avoir pas mal de têtes d'affiche. Ça va être une vraie bagarre. Les coureurs vont pouvoir voir un peu s'ils sont en forme, ce que donne la concurrence. Et puis on travaille aussi sur cette piste pour lui donner un peu plus de caractère. Donc on amène pas mal de nouveautés cette année. Et ce sera effectivement l'occasion pour les coureurs de faire le show avant de partir pour Tokyo. Sur le cross-country, on garde la base du parcours qu'on avait en 2019, qui est très compact, qui est très visible, vraiment en plein cœur du village. Le départ arrivé se fait sur le front de neige, donc en plein centre. C'est une boucle en fait, c'est deux boucles qui sont composées de deux montées et deux descentes majeures, et avec 140 mètres de dénivelé par tour. Et à ce parcours-là, on ajoute du coup des aménagements techniques cette année avec 300 tonnes de matériaux dont on a besoin pour voilà, donner un petit peu plus de caractère à cette piste. On a une super équipe de France sur le cross-country. Ils seront, j'espère, au rendez-vous. Enfin, j'en suis sûr. En tout cas, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour briller au jet et puis montrer qu'ils sont toujours au plus haut du niveau mondial. Alors, effectivement, c'est un avantage pour nous et pour eux. C'est toujours bien pour eux de pouvoir rouler à domicile en espérant avoir le soutien du public s'il est présent. Mais c'est clair qu'il y a aussi cet attrait-là qui est intéressant pour nous. Ce sera aussi une répétition avant les championnats du monde prévus un an plus tard en 2022. Ouais, exactement. On enchaîne du coup avec une belle échéance. Donc en août prochain, fin août prochain 2022, les championnats du monde, après 18 ans après les avoir déjà organisés au GES en 2004. Et c'était déjà un grand succès populaire dont on parle toujours actuellement. Et effectivement, ça viendra clôturer ces 4 années d'événements qui vraiment, ça sera une apothéose pour nous.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Après la météo de Thierry Paume, place au 3e épisode de Panorama, consacré cette semaine aux 110 ans des pionniers de Chamonix, le club le plus titré du hockey français. Victoria Lopez reçoit ce soir 2 joueurs de l'équipe actuelle. Je vous retrouve jeudi pour un nouveau journal. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous.